Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dragana Radojevic, responsable des affaires juridiques centrales à la BNP Paribas Personal Finance. D'origine serbe, Dragana a exercé en tant qu'avocate en évoluant notamment chez Auric pendant 7 ans. Elle a ensuite rejoint le monde de l'entreprise à la BNP Paribas Personal Finance, où elle prend la direction juridique M&A, puis celle des affaires centrales. Je laisse donc place à ma conversation avec Dragana et vous souhaite une bonne écoute. Dragana Radojevic, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Merci beaucoup de vous être déplacé ici à Station F, de pouvoir discuter un petit peu de plein de sujets très intéressants. Euh, J'aimerais commencer par peut-être parler de votre parcours. Vous êtes actuellement responsable des affaires juridiques centrales à la BNP Personal Finance. Tout à fait. Et vous avez un parcours très intéressant, puisque je crois savoir qu'il commence en Serbie, qu'on passe par la Suisse, par Auric, cabinet d'avocats, et alors fini, non, mais qu'on en est actuellement à l'étape BNP Personal Finance, à la direction juridique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Très bien. Malgré tout, il reste encore pas mal de temps à cotiser avant la Bien sûr, c'est pour ça que je dis Donc, que vous ne finissez pas là. donc, en fait, bon, c'est un parcours qui a commencé. Bon, effectivement, je suis serbe. J'ai fait mes études de droit en Serbie. Alors, les études de droit, pourquoi? Enfin, effectivement, mon père est avocat, enfin, était avocat, il est en retraite, à la retraite maintenant. Mais finalement, franchement, même si ça me passionnait beaucoup, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup lire, écrire, parler. Finalement, franchement, j'avais pas d'autres talents, notamment en mathématiques, j'étais vraiment pas douée. Ça Donc, arrive, même au meilleur. le droit a été vraiment un choix très facile. Euh, Contrairement à la France, on a des études, bah, c'était aussi avant mes études, j'en ai faites avant, pardon, la réforme à Boulogne. Donc, en fait, c'était des études Mhm. généralistes de 4 ans, très, 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 complètes. On avait même le droit romain. Bon, bref, enfin, c'était vraiment passionnant. Et c'est vers la fin des études, en quatrième année, où on peut vraiment essayer un petit peu de se spécialiser, mais pas tant que ça. Il y avait quelques matières en option. J'aimais beaucoup le droit européen, le droit des affaires de manière générale. Et par hasard, on va dire, j'ai pu obtenir une bourse pour continuer mes études en Suisse. Alors pourquoi la Suisse? Ben, ça aussi, c'était un choix un petit peu. Je connaissais un petit peu la Suisse, notamment Genève, parce que je voulais étudier aussi en français. Allemand, je ne parlais pas de toute manière. Et en fait, le programme qui était proposé à l'époque par professeur Henri Peter, qui était responsable de ce programme, c'était en fait, ils voulaient donner une alternative aux étudiants qui ne voulaient pas faire de barreau, parce ce qui n'était d'ailleurs pas mon cas, parce que moi, je voulais toujours être avocat. Mhm. Mais je trouvais intéressant en fait, d'avoir cette formation pareille, tout à fait complète, sur 2 ans. La première année, on travaille, enfin, on étudie, la deuxième année, on travaille dans des entreprises qui sont sponsors de programmes. D'accord. Bon, c'était pareil, très complet. Il y avait évidemment du droit des affaires, droit commercial, droit fiscal. Il y avait aussi des matières un peu spécialisées dont un juriste en entreprise aurait besoin, comme par exemple résolution des litiges. Mhm. Et c'était vraiment une chance, ce programme, parce que les professeurs réunis étaient vraiment de très, très, très bons pédagogues, mais aussi des gens qui étaient très connus sur la place, pas seulement en France, mais à niveau international. Par exemple, pour justement en arbitrage, on avait vraiment la chance d'avoir une arbitre très, très connue Ouais, référence. de référence, Gabrielle Costin-Colère. Euh, bon, une avocate aussi. Aujourd'hui, je pense qu'elle est même, enfin, à l'époque, elle était administratrice d'une grande banque UBS en Suisse. Bon, nos professeurs étaient délicieux. Enfin, c'était extraordinaire de les écouter. Euh, et tout en restant un petit groupe d'une vingtaine d'étudiants. Donc, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on m'avait choisi. Peut-être parce que j'étais la seule et la première à l'époque de la région des Balkans, en fait, à pouvoir adhérer à ce programme.
il y avait des Chinois, il y avait des Italiens, il y avait évidemment beaucoup de Suisses, hein, mais le programme était quand même assez international. Très international. Et ça m'a permis de faire un stage aussi d'1 an chez Dupont de Nemours. Et ça vraiment, c'était aussi une expérience très, très intéressante. On peut en parler plus en détail. Mais bon, bref, pour les juristes, c'était très compliqué en fait de continuer de travailler en Suisse. Je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, finalement, ça m'a beaucoup plu. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Vous vouliez rester travailler en Suisse et ça n'a pas été possible. Oui, parce qu'en fait, déjà, à l'époque, par exemple, chez Dupont de Nemours, là où j'étais, c'était un siège européen et en fait, il n'y avait pas de place pour les juristes débutants. À la fin de mon long stage, j'ai eu une lettre très, très jolie, une lettre de recommandation de mon directeur de l'époque, Patrick Schribert, d'ailleurs. Enfin, c'est aussi une des personnes qui m'a pas mal influencée. En fait, parce que chez Dupont, j'avais vu des gens qui étaient pour la plupart anciens avocats, mais pas que. Il y avait des Anglais, il y avait des Allemands. Parce que nous, on était département européen, évidemment, Dupont, en tant qu'une société américaine, la plupart des équipes étaient aux États-Unis, mais on avait toujours 2 Américains qui venaient aussi en Europe un peu pour échanger, pour fluidifier des échanges. Et j'avais, en fait, je ne connaissais pas le monde d'entreprise avant, en fait. Moi, j'avais mes références avocats. J'ai travaillé en Serbie dans un cabinet vraiment de place, qui était à l'époque un des premiers, des plus grands cabinets. Maintenant, la place des avocats en Serbie, ça a beaucoup évolué. Quand j'étais chez Pliza, oui, tout à fait. C'est vraiment pareil, notre fondateur, c'était quelqu'un extraordinaire. Il a fait Yale quelques années avant les Clinton. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi avoir une carrière universitaire avec beaucoup de succès. Mais finalement, c'était vraiment un grand monsieur. Et enfin, je pourrais le comparer en France avec des gens comme des fondateurs des grands cabinets parisiens. Enfin, vraiment, c'était vraiment une chance de travailler avec lui. Mais bon, en Suisse, voilà, marché très restreint, devenir avocat très compliqué. Il fallait refaire le droit presque encore faire au moins 3 années. Il fallait refaire aussi le stage d'avocat. Et en fait, en entreprise, justement, les postes qui étaient disponibles, en tout cas chez Dupont, c'était plutôt pour les seniors, pour les juristes très, très expérimentés. Évidemment, en Suisse, il faut être trilingue, bilingue, ça ne suffit pas. De préférence aussi docteur en droit. Donc, en fait, c'était un petit peu compliqué. Bon, je suis retournée, après cette expérience riche en Suisse, je suis retournée en Serbie. J'ai commencé j'ai fait le barreau d'avocat, j'ai continué dans mon cabinet et je suis arrivée en France par hasard. Donc, ce n'est pas du tout pour des raisons professionnelles, on va dire, plutôt la vie émotionnelle, enfin, si je peux dire. J'ai rencontré mon mari qui travaillait, qui habitait à Paris et je me suis installée à Paris pour lui. Et je me rappelle au début, j'étais très très sceptique parce que je lui ai dit, écoute, c'est compliqué, je ne vois pas comment je pourrais m'installer si je ne peux pas travailler, si je ne pourrais pas exercer. Et finalement, en fait, heureusement, en France, il existe cette possibilité pour les avocats, on appelait ça hors communautaire, donc plutôt les gens qui venaient des pays en dehors de l'Union européenne. Si on arrive à démontrer avec le Conseil des barreaux la réciprocité qui existait à l'époque, qui existe encore avec l'ancienne Yougoslavie, mettons la Serbie, nous pouvons passer directement, pour autant qu'on est déjà avocat, nous pouvons passer directement à l'examen d'équivalence, le fameux article 100. Et bon, c'était pas évident de le préparer, mais finalement, avec beaucoup de travail, 3 mois intensifs. Avec beaucoup de travail, ça a été. Et comment vous avez été reçu à la suite de cet examen par les cabinets d'avocats français? Alors, ça aussi, c'est une anecdote très, très intéressante. Alors, finalement, ma carrière, en fait, ma seule référence de cabinet en France, c'est Auric Rambaud-Martel à l'époque, parce qu'ils ont fusionné avec Rambaud-Martel. Donc, Auric donc pareil, c'est on va dire un hasard parce que donc moi j'ai pu travailler en tant qu'avocat. Il fallait trouver un stage, enfin un stage ou de préférence une collaboration tout de suite. Sauf que c'est un peu compliqué de trouver une collaboration même si on est qualifié.
si on connaît personne, moi, j'ai pas fait mes études en France, c'était très, très compliqué. Et donc, en fait, un hasard a fait que j'ai pu avoir une offre chez Auric que je connaissais absolument pas. D'accord. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en fait, en service de pionnière, on ne travaillait pas avec Auric. Enfin, nous, on connaissait plutôt comme un cabinet correspondant, on connaissait plutôt les cabinets anglais ou les cabinets américains de la côte Est. Mais Auric, qui est basé à San Francisco, franchement, je ne connaissais pas du tout. Mm. Et en fait, c'est un ami de mon mari qui m'a vraiment dire recommander, ce serait un mot, c'est understatement. En fait, ce Ouais, serait vraiment, il a poussé Auric à me d'accord. prendre Il a donné un petit coup de main. comme un Mm. service. Et Ouais. finalement, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Bon, elle sera à la bibliothèque avec des stagiaires et en bras. Et finalement, moi, je me suis beaucoup investie. De toute manière, on m'a expliqué assez rapidement que chez Oryx, ce n'était pas possible parce que de toute manière, à l'époque, ils voulaient fusionner avec Dewey Ballantine. Mhm. Ça, c'est pas fait. Mais bon, moi, je ne savais pas. Moi, je Mhm. continuais J'ai adoré cette période quand même. Je ne sais pas si ça se fait encore dans les cabinets d'avocats où on est avec toute une promotion de stagiaires ensemble dans la bibliothèque. On s'entraide. Il y a quand même des mariages qui sont C'est faits. courant, c'est courant. Et, Vous oui. étiez quelle spécialité chez Auric vous Alors, rentrez chez en... Henri, c'était assez intéressant parce que, en fait, enfin, à l'époque, je veux dire, moi, j'étais restée en corporate, mais corporate est très, très large. Et à la fois, c'est pas seulement à cause de Rick, mais aussi à Rombo Martel, enfin, grâce à Rombo Martel, parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup euh, d'avocats côté Rombo Martel, on va dire, qui étaient à la fois conseils, mais qui plaidaient aussi. Mm. Donc, en fait, il y en a qui gardaient vraiment une clientèle très large. Franchement, moi, je ne suis pas certaine qu'à l'époque, enfin, que maintenant, on peut Mm. combiner avec du succès ces deux métiers finalement qui sont quand même très très différents. Mhm. Écoute, Laurie, c'était pareil en fait. Les gens étaient, enfin les avocats à l'époque avaient vraiment un échantillon de clients et à la base chez Oryx c'était transactionnel ou pareil un peu le reste. Mm. Ils étaient forts en finance, donc moi pendant le stage j'ai aidé à peu près tout le monde. Enfin, Partout. j'étais vraiment, j'ai touché à pas mal de choses plutôt corporate de manière générale. Et finalement, quand j'étais en collaboration, enfin première année de collaboration, bah, j'étais assez rapidement prise enfin, j'ai travaillé pas mal avec Sam Golshani et des gens qui travaillaient avec lui, On a vu ici. Véronique Croilet, qui malheureusement a décédé depuis. Et donc en fait, c'était plutôt, enfin, on va dire il y avait quand même les anciens clients de Sam qui étaient plutôt technologie, mais la plupart du temps, c'était quand même des grandes sociétés qui venaient en France pour s'installer, pour faire des acquisitions. Mm. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'étais plutôt orientée avec d'autres associés. Il y en a qui sont restés chez Henri comme Georges Rigaud, il y en a qui sont partis chez Henri comme David Saed. Mm. Donc plus dans finalement émené à l'international. Avec mon profil, c'était quand même assez Ouais. logique, on va dire. Euh, voilà. Mais il y avait une époque aussi, en fait, entre 2008 et peut-être 2010, parce que la MNEC était quand même un peu en déclin, voire non existant. Oui. C'était vraiment la crise financière et on a commencé à faire aussi les reprises des sociétés, enfin de proposer aux tribunaux en fait les plans de reprise totale ou partielle. Donc c'est pas forcément procédure collective, mais plutôt on va dire aspect contractuel, presque M&A, mais sous l'emprise d'un juge qui homologue l'accord et qui ça me rappelle un petit peu des privatisations que nous avons fait en Serbie parce que le juge évaluait les offres en se basant sur pas seulement l'offre financière, mais le plan industriel, Mm. le nombre de salariés qu'on reprenait, d'autres engagements qu'on mettait en tant qu'entrepreneur dans l'offre, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un conseil assez fort à donner, même si, et en plus le plus grand cabinet, le plus spécialisé en lait, d'avoir au moins deux spécialités parce que Ouais. c'est Bon, ça qui compte aujourd'hui bien dans le sûr. monde d'aujourd'hui, d'être polyvalent et pas ultra spécialisé non plus. Ouais, d'être multispécialiste. Exactement. C'est Et l'intérêt. puis aussi, en fait, après, bon, je pense que chacun a sa matière et en fait, ça sert à rien d'avoir que des gens qui font du corporate du M&A.
mais je trouve que quand même le travail transactionnel, Mhm. avec le recul, il forme à beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, par exemple, comme quand je suis en entreprise, je regarde l'équipe que nous avions eue, enfin, que nous avons encore menée, les gens de cette équipe, grâce à à quelques compétences qu'on développe au fur et à mesure de ces projets. Et je parle notamment de possibilité de s'intéresser aux autres sujets, parce que quand on fait une opération M&A, bon, il y a aussi un peu de droit de la concurrence, il y a du droit de travail avec les notifications ou les infoconsultes, il y a d'autres aspects, en fait, on touche Plein un petit peu d'aspects, à tout. transverses, ouais. Et aussi, on a beaucoup de coordination et aussi de project management. Et finalement, c'est des choses, franchement, qui sont assez ingrates quand on a fait en cabinet d'avocat, mais finalement, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé dans mon poste. Ouais. Une fois partie en entreprise. Et ça, vraiment, c'est précieux pour tout un tas de métiers que nos juristes, finalement, réussissent avec beaucoup Ouais. de succès. Parce qu'en fait, dans cette équipe M&A chez BNP, nous avons les gens maintenant qui sont DG, Ouais. directeurs généraux des sociétés. Nous avons des spécialistes en développement commercial, en relations clients. Nous avons des gens qui sont partis à la conformité, fonction conformité. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas de limite à ce qu'on pourra faire en droit ou en dehors de droit en faisant. Voilà, je Bien sûr. prêche pour, Non, bien pour, sûr. pour un Je pense aîné, que vous mais avez, c'est pas que. je pense que vous avez raison. Simplement pour revenir sur ce passage moi, qui m'intéresse. Donc, vous arrivez, si j'entends bien en tous les lignes, hein, on demande finalement à Auric de vous prendre au départ. Oui. Auric vous Ah oui, 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 prend. mais ça, finalement, Ouais. l'anecdote n'était pas finie là. Donc moi, je me suis vraiment, vraiment impliquée. Donc ça, c'est aussi Vous un autre faites vos conseil que preuves. Pardon, oui. je pourrais donner. Mais c'était sans un but précis, en fait. Parce Ouais. que de toute manière, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. J'aurais pu faire aussi, bah, tiens, finalement, je laisse tranquillement à la bibliothèque, je fais mes 6 mois, et puis ça va faire une jolie ligne en CV. Mais franchement, je me suis donné à fond, Ouais. sachant qu'il n'y aura pas de collaboration de toute manière. Ouais. Moi, ce que je voulais simplement donner, c'est que s'il pourrait prolonger mon stage, le temps nécessaire jusqu'à septembre prochain, enfin, de l'année prochaine, parce que je me suis en fait inscrite à faire un DESS en France en espérant que ça va m'aider à décrocher une collaboration. Franchement, ça ne m'emballait pas à l'époque, même si le programme que j'ai trouvé à ça, c'était super intéressant. J'étais prise. Pareil, c'était assez sélectif. Je pense que ça existe encore. C'était le DESS en droit bancaire et financier. Bon, bref, 400 candidatures pour une vingtaine de places. J'étais très, très contente Super. d'avoir ma place. Et finalement, quand je ne sais plus qui faisait ça, parce que j'ai envoyé un mail en demandant la prolongation du stage, les retours étaient très, très positifs, que finalement, au lieu de me proposer une prolongation du stage, on m'a proposé la collaboration parce que tous les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient très, très Ah, contents. super. Et ça, et aussi parce que la fusion avec Julie Valentin ne s'est pas faite, parce que franchement, sinon, il n'aurait pas de place. Et donc, en fait, finalement, je n'ai jamais fait mon DESS. Le professeur en charge était très, très mécontent. Mais finalement, j'ai réussi à entrer dans un grand cabinet parisien. Je me rappelle, en fait, à l'époque, mon premier dossier, c'était l'acquisition de Hewlett Packard par Acer. Ah oui. On a travaillé pour Acer, nous, pour les Taïwanais. C'était très, très drôle parce qu'à l'époque, les téléconférences n'étaient pas du tout avec la même qualité. On ne comprenait pas qui parlait. Ils avaient tous des accents très compliqués. Ils n'arrivaient pas à prononcer le R. C'était compliqué de les comprendre. On a travaillé pendant toutes les vacances. Le 1er mai, je me rappelle, en fait, il y avait notre associé Véronique qui arrive avec les nougats pour la fête du travail, qui porte bien son nom. On a passé des heures carrées chez Gilles, parce que les data rooms à l'époque étaient physiques. J'ai connu toutes les belles salles de réunion avec les belles cheminées chez Gilles. Mais finalement, je me suis dit, ça y est, je me retrouve parmi les miens, parmi voilà, tout de suite, je me suis mise, parce que c'est finalement le même type de travail que nous avons fait en Serbie. Donc, en fait, c'était pas compliqué pour moi la première année de collaboration, malgré tout. J'avais un peu d'expérience déjà. Et c'était à peu près les mêmes clients, même si le droit sous-jacent est différent, quand même les étapes de ce process, les clients étaient à peu près les mêmes.
le type d'opération. Enfin, peut-être Et, même au service, comme le marché était petit, on avait même des dossiers encore plus grands. Mais bon, bref. et vous arrivez du coup dans un cabinet prestigieux, Mhm. Auric, à la France du mérite, mine de rien, il faut le souligner quand même. Euh, Vous faites vos preuves, vous avez des beaux dossiers, acquisition, le premier dossier, acquisition de Hewlett-Packard par Acer, vous travaillez avec de belles équipes, dont l'équipe de Sam Golshani. Vous y restez quand même 7 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui déclenche le mouvement vers l'entreprise et vers la BNP Paribas? En fait, il y a plusieurs choses, en fait. Par exemple, si je n'avais pas connu cette expérience de Dupont de Nemours, Hmm. peut-être le monde d'entreprise ne m'aurait pas intéressé autant. Et finalement, je ne faisais pas dans ma tête une grande distinction entre avocat et entreprise. Peut-être même aujourd'hui en entreprise, je travaille d'une certaine manière que peut-être beaucoup de personnes pourraient associer à un travail d'avocat. Mais Hmm. finalement, je sais en fait, et ça c'est un grand débat qu'on avait avec une de mes collègues, c'est pas si différent. Un bon avocat reste un bon avocat, un bon juriste d'entreprise, un bon conseil est un bon conseil, peu importe s'il se place de côté avocat ou interne, juriste Hmm. d'entreprise. Euh, donc, c'était pas vraiment pour échapper à une vie dure, compliquée. Oui, l'association était peut-être intéressante, mais peut-être il me manquait à un moment donné un peu de volonté pour le faire. Hmm. Je sais pas. Bon, bref, je me suis retrouvée à un moment donné où il y avait cette offre que quand je l'ai lue, en fait, cette annonce me parlait beaucoup. Les gens que j'ai rencontrés en entretien, qui sont encore à la BNP, c'est mes directeurs hiérarchiques, m'ont vraiment séduit par leur manière de concevoir le travail. Euh, voilà, donc c'est une question de rencontre et de contenu de poste. D'accord. Et j'exclus pas un jour, pas tout de suite, parce que j'ai un bébé à nouveau, mais enfin, Félicitations. je veux dire, j'exclus pas, et ça, c'est dommage, en fait, que ça n'existe pas tant en France, à ma connaissance. En fait, on a beaucoup de gens qui passent de cabinet en entreprise, mais j'ai pas eu, De retour. Ouais. à ma connaissance, bah, de temps en temps, ça nous est arrivé, par exemple, chez Auric d'avoir la chance, hein, à un moment donné, d'avoir un des directeurs juridiques de renom en tant que conseil. On avait eu quelques, on va dire plutôt anciens ministres, enfin c'est un autre cas de figure qui était aussi conseil, mais finalement, c'était pas, enfin, tel que j'ai pu voir, les gens qui étaient opérationnels dans le sens à travailler sur des dossiers. C'était Hmm. plutôt les gens qui avaient des expertises pointues sur certains domaines ou qui conseillaient sur certains aspects, notamment réglementaires ou un peu de lobbying dans les opérations, ou peut-être pour faire du développement commercial. Hmm. Donc c'est dommage que ça n'existe pas, parce qu'en fait en Angleterre, il me semble, et peut-être aux États-Unis, enfin c'est quelques exemples que je connais, peut-être je fais une amalgame maintenant en disant que c'est la règle, mais il me semble que les passages sont un petit peu plus fluides dans les deux sens. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que les cabinets d'avocats auraient à aller chercher en prenant des profils juristes d'entreprise? Bah, en fait, peut-être tout d'abord une bonne connaissance d'une industrie particulière, Hmm. parce que je prends l'exemple, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais moi je parle de mon expérience Hmm. et des choses qui nous conviennent à nous dans l'environnement dans lequel je travaille actuellement. Nous avons les dernières années privilégié par exemple beaucoup de détachements, parce qu'on se rend compte que la manière dont nous on fait chez BNP Personal Finance, du M&A, est un petit peu différente de ce qui pourrait être une prestation classique d'un cabinet d'avocats. Donc, on préfère maintenant avoir des avocats détachés qui restent un certain temps chez nous. Et ensuite, c'est des gens quand ils sont côté conseil, ils peuvent nous conseiller d'une manière un peu plus personnalisée ou adaptée à nous. Donc, en fait, voilà, c'est une façon de travailler, une façon de préparer les dossiers, une façon peut-être même de rendre le livrable. Parce que parfois, et ça, c'est pas que des avocats, mais aussi les juristes en entreprise, quand on fait des mémos ou des analyses, Hmm. souvent, la manière dont on les présente à nos clients internes
est trop technique. Même quand Ouais. on essaie de vulgariser au maximum, ça ne veut pas dire que nous, on est quand même experts. Donc, on ne va pas non plus Mm. utiliser un langage de CN2 pour parler des choses techniques. Mais toutefois, on est obligé de se mettre à la place de l'autre, de celui, et en plus, la personne la plus hautement placée, elle a moins de temps et ne veut pas s'embêter avec les détails. Mm. Il veut aller droit au but. Et donc, en fait, on n'a pas on n'est pas encore suffisamment futé ou adaptable, et avocat et conseil interne. Quand on fait nos livrables, il reste beaucoup trop technique, beaucoup trop juridique, Mm. ou ce qu'ils appellent beaucoup de gens chez nous juridico-juridique. Bah oui, on est juriste, Juridico-juridique, on ne peut cette pas faire fameuse. autrement. Mais donc, en fait, il y a ce côté un peu pratique, pragmatique, Ouais, mais sans perdre justement la compétence, ouais, parce que c'est ça qu'on sans perdre cherche le fond. aussi, parce que on n'a pas forcément beaucoup de temps à approfondir un certain sujet, mais même si le sujet est bien étudié, bien approfondi, mais la solution est un petit peu euh, inadaptée à la situation d'entreprise. Donc voilà, de toute manière, un conseil pour les avocats, il faut vraiment bien connaître ses clients, Mm. avoir une relation privilégiée, et ne pas hésiter à appeler pour voir quel type, quel degré de détail ou quel contenu vous attendez, parce que c'est pas la même chose, c'est pas, Ah, c'est super que vous disiez voilà. ça. Donc ça vraiment, et en tant qu'avocat, j'ai pas osé faire ça, Mm. parce qu'en fait, on a l'impression, les clients nous payent un certain prix, Mm. et je ne sais pas pourquoi il y avait cette omerta ou honte parfois de, de, de demander qu'est-ce que vous attendez exactement. Parce que parfois les Ça existe consignes beaucoup. étaient vraiment pas claires, pas compréhensifs, et on passait des heures à finalement aller peut-être sur une route que Ouais. finalement n'était pas celle que notre client souhaitait. Donc faut jamais hésiter à prendre le téléphone, à appeler, et en discutant, on peut apprendre beaucoup sur le contexte, parfois en tant que direction juridique, on cherche un avis externe pour confirmer la même chose que nous avons déjà dit, mais simplement parce que on a besoin d'avoir une assurance supplémentaire, Confirmation. confirmation, ou un allié Mm. finalement pour combattre certaines, Pour euh, vous aider en interne. voilà, pour nous aider Ouais. en interne. Donc, en fait, il y a un peu plus de politique dans tout ça. Ouais. Donc, il n'y a pas que le droit, pas que l'analyse pure. Voilà ce qu'on peut chercher de manière générale. Donc, pas que la technicité, hein, et elle va presque de soi, mais un peu plus C'est extrêmement intéressant. Alors, pour ceux qui nous connaissent un peu, Anomia, je vous garantis on n'a pas prévu cette discussion avec Dragana parce que nous, c'est quelque chose qu'on martèle, ça. N'hésitez pas à appeler vos clients, à parler à vos clients davantage exactement. pour mieux comprendre ce qu'ils recherchent. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de creuser. Effectivement, c'est capital quand on est conseil, quand on est avocat, d'appeler l'entreprise pour connaître un peu mieux ses objectifs. Vous, alors c'est peut-être difficile à dire, mais vous, quels sont vos principaux objectifs en tant que responsable juridique à la BNP aujourd'hui quand vous appelez un avocat? Pourquoi vous l'appelez en général? On va plutôt faire le recours à l'avocat lorsque la spécialité en interne n'existe pas, ou lorsque, de manière générale, on n'a pas de ressources suffisantes en interne. Bon, peut-être d'autres entreprises ou d'autres clients des cabinets ont des procédés, enfin, comment dire, procédés moins réglementés, mais chez nous, c'est presque, on devrait presque justifier pourquoi on a besoin d'avoir un avocat. Là, je ne parle pas du M&A, hein, parce que Ouais. M&A, surtout en dehors de la France, avec toute la bonne volonté du monde, même si on a dans des pays des grandes directions juridiques, ils n'ont pas le temps et pas la capacité de gérer une grande opération. Oui, donc Donc c'est des souvent, ce serait ressources. multi-facette en Ouais. fait. Expert en centrale, M&A, directeur ou juriste local, plus avocat. Ouais. Euh, donc voilà, on va plutôt faire un recours donc à la technicité et à la force de frappe que parfois nous ne pouvons pas avoir. D'accord. Par exemple, s'il faut faire un audit dans une grande due diligence en temps limité, nous n'avons pas effectivement une armée de collaborateurs qui pourraient le faire. On va plutôt le sous-traiter.
Ou par exemple, dernièrement, nous avons fait des études sur des sujets très, très techniques dans le cadre de financement des automobiles pour voir quel type de garantie ou de gage serait possible et aussi euh, valable dans certaines juridictions. Nous avons mandaté, il me semble, c'était Organe, oui, Organe, Ouais. pour faire une étude multi-pays hein, qui était structurant pour notre métier. Ça, on aurait Oui, vous n'avez pas fait la force de frappe en interne. voilà, ça aurait été rapport temps investi et aurait été beaucoup, beaucoup trop important. Donc, trois objectifs finalement. Vous en mentionnez deux ici. Là, on n'a pas une spécialité en interne. Oui, On n'a pas la force de frappe c'est en ça. interne. Oui, Pardonnez-moi. il y a aussi Et, ouais, un autre choix qui est important, qui est presque prédéterminant dans un choix d'avocat, c'est les références qu'ils ont par rapport, parce que, encore une fois, chaque industrie a ses spécificités. Nous mm, faisons partie, Personal Finance, donc Crédit à la consommation, d'une plus grande famille de BNP, mais notre métier est bien spécialisé, bien spécifique, avec des enjeux qui ne sont pas forcément maîtrisables par tout le monde. Donc, en fait, on va quand même bon, ça, c'est un peu peut-être étroit à réfléchir comme ça, mais on va privilégier quand même les cabinets qui nous connaissent, qui nous ont éventuellement déjà assistés dans des opérations similaires ou qui ont fait des opérations similaires pour d'autres acteurs. Voilà. Donc, ça ne veut pas du dire, même secteur. voilà, du C'est même important. secteur. Ça ne veut pas forcément dire que nous allons tout le temps travailler avec eux, mais à choisir, encore une fois, parce que nous avons des procédés un petit peu particuliers, euh, bah, il y a une certaine aisance à le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait, qui nous connaît déjà, versus Mm. quelqu'un qui est complètement nouveau. Il y avait aussi une autre manière de gérer, si je peux dire, mais ça c'est pas lié à la BNP, c'est quelque chose que j'ai pu voir étant chez Henrik. Chez Davis Polk, enfin, heureusement, malheureusement, toutes ces personnes sont parties. En fait, c'était Christophe Percher et ses collaborateurs. Dans une opération, nous, on était pour un client japonais, on va dire, et eux, ils conseillaient Valeo en tant que vendeur, nous, on était acquéreurs. À un moment donné, le dossier est devenu. Enfin, de notre côté, il y avait un associé, il y avait senior, il y avait moi qui à l'époque était mid, et il y avait une junior. Et bon, après, on a utilisé peut-être un ou deux stagiaires, je ne me rappelle plus exactement. Et côté Davis Polk, c'était deux en fait, collaboratrices et l'associé. À un moment donné, le dossier est devenu très, très, très grand. Il y avait plusieurs volets. Nous, côté Auric, on a continué avec notre même équipe. Et eux, ils ont dispatché le travail en quatre. Et au lieu d'avoir un senior, il y avait trois seniors maintenant. Et je trouvais ça assez bluffant parce que je pensais naïvement qu'au début, on va pouvoir vraiment avoir un grand avantage. Nous qui connaissions le dossier de A à Z, peut-être Mhm. qu'on l'a eu finalement sous les petits trucs, mais les nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont géré leur bout, je ne me rappelle plus, il y avait une partie indienne avec un espion, il y avait des contrats IT, et troisième bout, je ne sais plus ce que c'était, bah, finalement, ils étaient tellement bien briefés en interne qu'on avait l'impression qu'ils Vous connaissaient. connaissez par cœur le Voilà. dossier. Et aussi parce Ouais. que c'était des seniors, donc en fait, ils sont arrivés déjà avec une aisance de travail, Mm. avec une. Et ça vraiment, ça m'a bluffé. Donc voilà, quelques consignes comme ça, on devrait quand même les appeler pour dire voilà ce qui Quand va t'es bien. briefé, bien sûr. Voilà, exactement. Est-ce que c'est pas au cabinet de vous appeler pour me demander ces feedbacks-là aussi? Mais bien sûr, mais en fait, moi, j'avais dit à mes collaborateurs, c'est assez frustrant quand on fait des appels d'offres et on n'a pas choisi, enfin, on n'est pas choisi. Ouais, Parce que quand même, côté cabinet, il faut quand même apprécier l'effort qui est fait pour préparer la proposition. Il y a un certain temps, parce que moi, je me rappelle quand j'étais chez Orix, bien ça se sûr. prépare, hein. Enfin, c'est pas en claquant des doigts, enfin, ça prend du temps à faire une bonne proposition. Et la moindre des choses, la moindre des politesses, parce que tout le monde ne fait pas, en fait. Si on n'est pas Mm. choisi, imaginons, franchement, la première chose, pareil, ça j'espère que vous le dites à vos clients, Mm. d'appeler pour voir, nous vous remercions de cette opportunité, nous sommes bien contents, mais qu'est-ce qui a fait que vous Bien avez sûr. choisi un tel et pas nous? Ah, ça, certains ont du Et, mal à nous croire. Je suis content exactement. que... Et en fait, les gens sont peut-être parfois gênés de le faire. Ouais, Et souvent, nos juristes étaient aussi gênés à l'expliquer. Et moi j'avais vraiment toujours insisté de dire, même si vous appelez pas, appelez, parce bien que sûr. demain, là, cette fois-ci, on ne les a pas choisis, mais demain, on aura besoin de nous, de ce cabinet sur notre opération. Donc, en fait, c'est vraiment une question de politesse et de Bien sûr. respect, surtout de respect, à dire qu'est-ce qui a fait
Et j'allais même plus loin, en fait, quand c'était moi vraiment qui travaillais sur les dossiers et que j'avais choisi, j'appelais en amont pour expliquer un petit peu, parce que c'est très, très frustrant Ouais, de, comment dire, de ne pas se retrouver à un point commun. Parce qu'imaginons que nous, on considère que cette opération est d'une moindre importance, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire en interne, qu'on sous-traite seulement certains aspects et qu'on a notamment un budget très limité, mm, mais pourquoi ne pas garder cette information pour nous et ne pas le dire encore une fois, expliquer le contexte pour permettre au cabinet de bien faire sûr. la meilleure proposition et qui est aussi profitable, hein, parce qu'on ne demande pas à nos avocats de travailler à Et perte, c'est pas du tout ça. donc, c'est une très très bonne pratique. Effectivement, on conseille beaucoup au cabinet d'appeler alors les clients ou ceux qu'on n'a pas réussi Bien sûr. à convaincre pour pouvoir s'améliorer. Et donc, vous dites que vous évaluez derrière les cabinets selon un jeu de critères. Quels sont ces critères-là? Quels en sont les plus importants Encore selon une vous? fois, en fait, je pense qu'on a en fait un métier très très spécifique Ouais, bien sûr. dans la banque que, pareil, nous privilégions vraiment les gens qui connaissent notre métier. D'accord. Et il est arrivé récemment dans une opération que nous avons pris l'offre, enfin la collaboratrice qui était en charge du dossier avait pris un cabinet qui a coté enfin, la prestation plus chère, Mhm. mais en tout cas, elle savait qu'avec ce cabinet, il n'y aura pas de surprise, parce que ce qu'on peut arriver aussi avec un client comme nous, hein, parce qu'encore une fois, on est relativement pénible, parce que nos métiers nous le demandent, la pression budgétaire est trop importante parfois. Euh, Effectivement, dans certaines opérations, on avait vraiment demandé des efforts qui étaient euh, assez considérables. Vous voulez Ça, dire, vous avez peur que le budget dérape? oui, en fait, et D'accord. normalement, il peut y arriver. Enfin, je ne dis pas que ça arrive avec les gens avec lesquels on travaille, parce qu'à force de travailler avec eux, on les connaît. Mais il peut y arriver que les gens sont un peu incités à faire une offre trop basse, juste pour avoir le dossier. Ouais. Et ensuite, cette offre, elle est complètement dépassée. Euh, Dépassement arrive. Souvent, ils sont de notre part, franchement, parce que les priorités de projet changent. Euh, Parfois, on n'est pas vraiment organisé de la manière la plus efficace en interne. Il y a peut-être des demandes qui se rajoutent avec la complexité des dossiers qu'on n'avait pas prévus à l'avance. Donc, et évidemment, le dépassement, il est tout à fait normal, hein. Mm. C'est presque anormal de ne pas avoir un dépassement pardon, dans les opérations compliquées, dures, longues. Ouais. Euh, le dépassement n'est pas le problème. En revanche, ne pas alerter, Ouais. ça, c'est une mauvaise surprise. Parfois, ça m'est arrivé vraiment de chasser les cabinets pour demander un décompte ou un mail d'alerte parce qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est compliqué par la suite pour une direction, parce que ce n'est pas la direction juridique, encore une fois, qui porte le budget des frais externes, Mm. mais quelconque direction commerciale qui, in fine, prend en charge ces frais. S'ils ont prévu, le montant finalement n'est pas important, c'est la C'est la prévisibilité. prévisibilité. S'ils ont prévu de payer tant et finalement il s'avère qu'ils vont payer le double ou le triple, pas seulement que le cabinet ne va pas être payé pour l'intégralité, probablement il y aura une Mm. négociation avec un write-off à faire, mais aussi ça prendra beaucoup de temps. Bien sûr. Ça prendra beaucoup plus de temps que de faire des factures. Euh, Ça aussi, j'ai pas compris, mais je pense que chez Henri, on faisait pareil, ou peut-être pas, parce que j'étais quand même assez diligente sur la facturation, parce qu'en fait, en tant que collaboratrice, on s'occupait aussi d'envoyer, enfin, de vérifier les factures, d'envoyer. On ne laissait pas simplement notre comptabilité envoyer les factures sans aucune explication. Mais il arrive en fait que les cabinets attendent la fin d'une opération, qui peut être un an, deux Mm. ans, et on se retrouve avec Tout une envoyé. énorme facture. Et après, on prend un certain temps à la régler entre les procédures internes. Donc, Ouais. pourquoi ne pas faire des facturations par palier, Progressive. par livrable? Ça, ce sera beaucoup plus facile et pour les cabinets et pour les clients pour le suivi et le paiement des livres. Et de ce que j'entends, il y a un gros enjeu, c'est classique hein, pour vous sur la prévisibilité des budgets. Tout à fait. De ce que j'entends entre les lignes aussi, vos avocats facturent au temps passé.
Non, pas du tout. Ah non? Alors, D'accord. pas du tout. Je pense J'avais qu'on a l'impression que ce que vous complètement. disiez. Non, 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 non. Ok, En fait, quand je disais par palier, en fait, c'est par phase d'accord. d'opération Ouais. ou par. Donc, Euh, vous connaissez les prix avant les opérations. Ce sont les forfaits. En fait, parfois, c'est pas évident. D'accord. Parce qu'en fait, c'est aussi intéressant à quel niveau, à savoir à quel niveau on va contacter un avocat. Mhm. Parce que si on le fait trop tôt, enfin, ça peut être intéressant de le faire trop tôt. Comme ça, on est le premier et en fait, en cas de conflit d'intérêts, on a déjà sécurisé notre Ferré. voilà, cheval de bataille, on va dire, hein, parce que dans une opération compliquée, se retrouver avec un bon conseil, c'est vraiment la clé de réussite, entre Bien autres. sûr. Donc parfois, en fait, j'étais vraiment la première à dire, allez, allez, on va, même si on ne connaît pas trop l'étendue du dossier, mais évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas demander une cotation claire Oui. alors que le projet Tu n'est n'as pas même pas. connaissance du projet, bien Mais sûr. dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait côté la partie qui est prévisible. Ah. Il faut avoir la Je flexibilité. promets à nos auditeurs, encore une fois, hein, qu'on ne s'est pas concerté avant cet On ferait entretien. plusieurs podcasts sur le Donc, sujet. c'est ce que beaucoup d'avocats ont du mal à me croire hein, quand j'en dis. Effectivement, ils Je me le disent. jure, c'est vrai. Non, mais beaucoup d'avocats me disent effectivement, Jérôme, il faut comprendre que notre métier est imprévisible comme beaucoup de métiers. Il y a Ouais, des aléas, etc. Et ce que j'essaie de dire, c'est que vos clients ont besoin de prévisibilité. tout à fait. Et rien ne vous empêche de facturer la partie de la mission qui est déjà relativement prévisible Bien et sûr, de fonctionner par forfait successif. tout à fait, tout à fait. D'accord. Et bien sûr qu'on ne va pas changer, en fait, avocat au milieu de. Vous voyez, Bien sûr, après vous êtes au engagé BO, on ne va avec, pas bien changer, sûr. voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut accepter la facturation à l'heure passée. C'est juste pas possible, en fait. D'accord. Alors, Il va falloir apprendre ouais, à travailler autrement. d'accord. Ça, moi, je suis très content que vous disiez ça. Je vais essayer de m'empêcher d'appeler ce podcast la facturation au temps passé, ça n'est pas possible. Je vais être très tenté, je vous avoue. Bah, pourquoi Mais, pas, mais c'est vrai que c'est assez arriéré Peut-être encore aujourd'hui, en fait, il y a des clients qui peuvent se le permettre, hmm, mais je ne suis pas certaine, en fait. ouais, je pense que ça va pas durer. Et aussi, en fait, les gens vont se retrouver, en fait, avec une mauvaise... Bon, après, c'est délicat, hein, parce que je me rappelle une transaction en particulier. Euh, je ne peux pas donner les noms parce que ce serait vraiment Bien sûr. pas sympa de ma part. Nous, effectivement, je crois qu'on avait mandaté les avocats juste pour une bout de l'acquisition aux Pays-Bas. Mhm. Et le contrat commercial, qui était très complexe, avec Ford, je vais le dire quand même, Mhm. avec Ford, on a fait nous-mêmes. D'accord. Donc, notre collaboratrice, qui est très courageuse, s'est retrouvée avec deux euh, commerciaux, enfin, à discuter de l'autre côté avec une armée d'avocats d'un certain cabinet et des gens de Ford qui étaient comme des bons Américains fort sympathiques, on va dire. D'accord. Et donc, d'ailleurs, il y a un super film que je recommanderais par rapport à Ford. J'ai oublié le nom, mais en fait, c'est le film sur la course à Mont. Et en fait, il y a Matt Damon et Christian Bale qui sont des inventeurs et qui travaillent avec l'équipe de Ford. Hmm. Et c'est vrai que ce qu'on a connu en termes de cette posture corporate, Ouais. un peu rigide, c'est pas loin du film. Franchement, on a adoré regarder le film par la suite. Donc, c'est une grosse machine, Ford. C'est vraiment une boîte iconique. Hmm. C'était très, très intéressant de travailler avec eux. Et eux, je pense qu'ils étaient effectivement avec cette cabinet dans un autre arrangement. Parce qu'à la fin, un de leurs directeurs a dit bah, ce dossier m'a coûté un bras, etc. Effectivement, les négociations étaient dures, complexes. Il y avait beaucoup de revirements. Je pense que c'était une frustration de leur côté, probablement, même s'ils étaient très bien conseillés, avec vraiment un très bon cabinet, de se retrouver avec une facture à la fin qui était démesurée par rapport à ce dossier. Parce qu'en fait, ce que les entreprises regardent et le cabinet ne regarde pas, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'en fait, le cerveau travaille de la même manière. Les enjeux juridiques posent les mêmes, on va dire, problématiques aux juristes.
même si c'est un dossier à 1 million ou si c'est un dossier à 10 millions ou 15 millions ou 20 millions. Mais les entreprises ne regardent pas comme ça. Ils regardent aussi un peu voilà, la valeur économique Bien de sûr. cette transaction. Et si la valeur économique est telle, bah, je ne peux pas passer la moitié en frais d'avocat, Bien par sûr. exemple. Retour sur investissement de manière assez Voilà. basique. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on apprenne Ouais. en tant qu'avocat. Enfin, on est Ouais. un peu libéré de Ouais. euh, ces enjeux commerciaux. Ouais, je Enfin, comprends, je c'est comprends c'est tout pas à fait. notre préoccupation principale, on va dire. C'est là-dessus qu'on essaye aussi Mm, nous de travailler. mm. Très clair. On approche de l'heure de podcast, ça passe vite. Peut-être une dernière question, une dernière petite série de questions. Autour de ce que les avocats avec qui vous travaillez pourraient améliorer pour mieux vous aider ou comment est-ce que ces avocats pourraient mieux anticiper certains changements auxquels vous devrez faire face et mieux vous aider dans le futur. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? En fait, finalement, tout ce que je vous ai dit, j'ai probablement dit à nos interlocuteurs aussi. D'accord. Il y a certains en fait qui n'étaient pas forcément habitués, par exemple, dans les grands dossiers, en fait, qui durent un certain temps. Je pense qu'à une époque, j'avais demandé, c'était il y a quelques années, avec un dossier allemand, enfin non, c'était les équipes allemandes d'Allen Overy, j'avais demandé à ce que leur assistante nous envoie un listing par semaine, tout ce qui était fait. D'accord. Mais Ouais. c'était pas parce que je m'amuse à les contrôler, mais c'était vraiment, pour moi, les avocats sont nos alliés, en fait. Bien sûr. Les avocats sont alliés des directions juridiques. Et de toute manière, c'est un métier passionnant. J'ai beaucoup d'estime pour les professionnels de droit de manière générale. Je pense que ce que nous faisons, c'est extraordinaire et je suis vraiment une passionnée de droit. Donc, en fait, si j'ai fait ces choses-là, c'était vraiment pour faciliter aussi à nos avocats et de présenter en fait leur travail, Ouais. d'avoir plus de visibilité, parce qu'en fait, il y a quand même euh, certaines personnes en interne qui avaient pris l'habitude d'appeler nos avocats comme une espèce d'hotline sans se rendre compte que finalement, à la fin, bah, Bien tout sûr. ça, il y a un compteur qui tourne. Donc, en fait, c'était vraiment pour valoriser leur travail, pour faciliter le règlement finalement de leurs prestations. Et donc, en fait, je n'ai pas des attentes particulières dans le sens où, encore une fois, pour moi, ce n'est pas des mondes opposés. Voilà, nous, on veut euh, avocat versus jury, enfin, conseil interne. Bien sûr, vous travaillez ensemble. C'est vraiment, on travaille main en main et encore une fois, je pense qu'il faut être franc et ouvert. Il faut savoir utiliser des relations en fait, que nous créons, que nous tissons au fur et à mesure des années, travailler en bonne intelligence ensemble et apprendre des uns et des autres. C'est surtout ça. Donc en fait, les attentes, c'est à peu près tout ce que j'ai dit. S'il faut résumer, un peu plus d'ouverture, plus de flexibilité. Mais bon, ils l'ont déjà, donc à mon avis, il n'y a rien à améliorer. Il faut juste continuer comme ça. Vous allez continuer le bout de chemin ensemble en tant Exactement, qu'alliés voilà, tout à passionnés du fait. droit. Bah, tout à fait. Très clair. Bon, bah, merci, Dragana Radojevic. Est-ce que vous voulez, c'est un peu une petite tradition dans ce podcast-là, garder le mot de la fin, que ce soit pour vos collègues de la BNP ou pour nos amis avocats ou pour les deux? Alors, qu'est-ce que je pourrais garder le mot de fin? Ben, continuer, Continuons. continuons, bâtir un meilleur monde. Voilà, donc c'est surtout ça. Et le droit, il est passionnant. Je suis toujours très, très enthousiaste quand on accueille souvent à la direction juridique même des stagiaires Oui. en stage d'observation. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Enfin, c'est vraiment des écoliers qui viennent. Et souvent, franchement, c'est soit des amis, soit des cousins ou des enfants de Ouais. collaborateurs. Mais en tout cas, avoir ces jeunes générations je crois qu'on avait des enfants de Ouais. 15 ans ou de 14 ans Pourquoi qui pas? rêvent d'une carrière en droit. Bah, ça me donne de l'espoir. Donc, D'accord. Vous allez recevoir une petite centaine de CV de lycéens peut-être à la suite de ce mais podcast. non, mais c'est chouette parce qu'en fait, les gens, quand ils. Oui, voilà. Après, je ne suis pas non plus vieille, mais je suis à un certain tournant de ma carrière. Mais ce que je trouve intéressant, parce que quand on fait aussi
dans tous ces séminaires, autre chose sur le développement professionnel, on dit faites votre réseau, faites votre réseau. Effectivement, on pense à réseau comme s'il y a des gens au-dessous de nous qui sont peut-être mieux placés, etc. Non, il faut regarder les jeunes, il faut regarder ceux qui sont derrière nous, parce que c'est à eux que le monde de demain appartient. Donc voilà, donc beaucoup d'espoir quand même pour les nouvelles générations qui vont certainement travailler beaucoup plus avec encore autrement. Hein. Ça, on n'a pas le temps d'en parler peut-être un prochain fois, mais il faudrait vraiment, je suis persuadée, qu'on repense notre manière d'écrire. Hein. D'accord. Parce que quand j'étais détachée chez Cisco il y a très très longtemps, ils avaient vraiment maîtrisé l'art de playbooks. Ouais. Donc, on fait des modèles et encore une fois, j'imagine qu'ils ont vraiment avancé depuis et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés technologiques qui travaillent avec beaucoup plus de développeurs, avec des... nous avons développé, par exemple, en interne, grâce à l'aide de nos développeurs IT, un petit outil qui crée des NDA. Donc, la fin, vivement la fin. La fameuse automatisation des contrats. NDA, en fait, parce que quelle perte de temps pour un juriste interne, parce qu'on n'avait jamais sous-traité les NDA, ce sera encore plus cher. Et à chaque fois, on perdait des heures à les faire malgré tout, même si c'est un document simple à une valeur ajoutée relative. Donc là, on a un outil que nos opérationnels remplissent. Ils entrent certains champs, ils pressent et le NDA arrive. Et ça, c'est que le début, c'est un petit truc, mais bon, il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup d'économies à chercher. Certains de nos cabinets, on a peu testé parce que même les audits, on ne les fait plus, mais on commence à utiliser des outils comme Kira ou comme d'autres, Luminance, qui font les audits. Évidemment, il faut les vérifier par la suite ou pas. Ça dépend vraiment de il y a même des choses que vous ne vérifiez plus. Mais ce qui est intéressant, en fait, je pense qu'ils sont obligés, et on serait obligé, en fait, d'un point de vue éthique et transparent, de dire ce travail a été fait par les machines. D'accord. Nous allons configurer la machine au meilleur de nos connaissances, mais il faut quand même reconnaître que ce travail est fait par la machine. Fait par la machine. Et je me rappelle qu'un de nos cabinets, dans une opération, c'était en Espagne, nous avait proposé, est-ce que vous voulez qu'on travaille avec... j'ai oublié c'était pas forcément Kira, c'était un autre logiciel qu'ils ont utilisé. Est-ce que vous voulez utiliser ce logiciel? Le prix d'audit sera tant, ou est-ce que vous voulez faire l'audit de manière traditionnelle et en termes de temps et d'argent, ce serait tant. Donc, en fait, je pense qu'il y a un côté, en fait, où on doit être transparent pour dire on l'a utilisé, mais finalement, il y aura, à mon avis, de plus en plus d'utilisation des outils qui nous aideront à faciliter notre vie et finalement à se concentrer sur des choses sur lesquelles le cerveau humain est indispensable. Bien sûr. On a dans la formation qu'on fait, on a un cours sur l'optimisation justement de la production. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut un peu tout disséquer, essayer de voir ce qui est ta valeur à faible valeur ajoutée. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de passer moins de temps dessus? Ça peut être de l'automatisation, ça c'est la version la plus aboutie, mais c'est souvent ce qu'on fait en dernière étape, mais ça peut être tout simplement faire des templates dans un premier temps. Mais il faut toujours, mais l'automatisation, on ne peut pas la faire avant d'avoir fait la standardisation. Donc en fait, ça va de soi. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de sujets passionnants. La manière de rédiger, en fait, qui pourrait être repensée à... En fait, parce que nous, on regarde, on a toujours pensé à un contrat comme un petit chef-d'œuvre qui n'est jamais fini, parce qu'il y a, comme le maître peintre qui rajoute des petits trucs. En fait, il faut plutôt, quand on rédige des contrats, penser code. Parce que ce bout de phrase, il peut être là, mais il peut être ailleurs, il peut être remplacé par une autre. Et je pense qu'il y a beaucoup finalement de legal tech qui s'intéressent à cette manière de travailler ensemble, finalement, qu'on aura un clausier et qu'on pourrait faire notre liste des clauses qu'on a envie d'avoir. Et ensuite, le contrat, il sort, enfin, le premier projet de contrat sort tout près, évidemment. Et on le relit, on vient mettre justement ces petites touches de peinture. J'y crois pas trop, mais parce que de toute manière, en fait, entre le premier projet et le projet final, il y aura toujours un long travail.
Nous, on travaille beaucoup en B2B, donc avec les partenaires, et il y a beaucoup de négociations à faire. Mais quelle chance de pouvoir éventuellement utiliser, réduire le temps de préparation de premier projet. C'est surtout ça, en fait. Je pense qu'on gagnera en temps de préparation, mais rien pourra effectivement remplacer cette phase d'ailleurs de négociation qui est la plus sympathique et la plus intéressante. Se concentrer sur ce qui fait la beauté du métier. Exactement. Mais écoutez, il faudra que vous reveniez pour qu'on discute encore plus en profondeur de ces sujets-là. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Écoutez, Dragana Radojevic, merci à vous d'être venu dans ce podcast. Merci. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bonne continuation. Merci, au revoir. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!